Et si tous les régimes à la mode, eh bien, ils se trompaient sur toute la ligne? C'est une question un peu provocante, je sais. Aujourd'hui, on va décortiquer les idées, disons-le, assez radicales du naturopathe Robert Masson. Il vient bousculer pas mal de certitudes sur la nutrition. Alors, voilà, on commence avec ça. Cette phrase, c'est vraiment la pierre angulaire de toute sa pensée. C'est la clé, si vous voulez, pour comprendre pourquoi il s'oppose à presque toutes les grandes tendances alimentaires qu'on voit partout aujourd'hui. Donc, dans cette analyse, on va se pencher sur ses opinions qui sont, on peut le dire, assez tranchées. Il est totalement contre l'idée d'un régime taille unique. On va voir ensemble, de manière neutre, bien sûr, ses arguments sur l'intestin, sur le cru, le jeûne, et surtout sur sa conviction qu'un régime doit être absolument personnalisé. Allez, premier grand sujet, le fameux lien entre l'intestin et le cerveau. On en entend beaucoup parler, comme si c'était nouveau, mais Masson, lui, il commence par dire « Attendez, ça ne date pas d'hier ». Et pour le prouver, il s'appuie sur des observations historiques assez surprenantes. Et voilà ces exemples. C'est assez fascinant. Il parle de Jung dans les années 40, qui notait déjà que des toxines intestinales pouvaient influencer les rêves. Ou encore cette histoire d'une araignée qui, nourrie avec le sang d'un schizophrène, se met à tisser des toiles complètement chaotiques. Il cite aussi des expériences sur des rats ou des cas de guérison de maladies mentales en Russie suite à des jeûnes. Pour lui, tout ça, c'est la preuve irréfutable que ce qui se passe dans notre ventre a un impact direct et même profond sur notre cerveau et sur nos comportements. Forcément, quand on parle d'intestin, on pense gluten, le grand méchant de l'alimentation moderne, non? Eh bien, la vision de Masson là-dessus est très nuancée. Pour lui, la réponse n'est pas la même pour tout le monde, loin de là. C'est vraiment une question très personnelle. Et c'est là que sa distinction est super importante. D'un côté, il y a les personnes intolérantes. Pour elles, le gluten mal digéré crée ce qu'il appelle des glutéomorphines, des sortes de toxines qui peuvent provoquer de l'irritabilité, des tas de problèmes. Mais de l'autre côté, pour les personnes qui le digèrent bien, le gluten n'a aucun effet négatif. Pour elles, un régime sans gluten, c'est juste une contrainte inutile, une sorte de combat un peu absurde. C'est pour ça qu'il dit que généraliser le sans gluten à tout le monde est une aberration. Et pour bien faire passer le message, il raconte sa propre expérience. Il avait une toux, mais une toux vraiment terrible, persistante, pendant des mois. Il a tout essayé. Et puis un jour, il a arrêté le gluten. Et là, comme il le dit, en 3-4 jours, plus rien, fini. Mais la conclusion de son histoire, c'est la partie la plus importante. Il serait absurde que je demande à tout le monde de faire ce que je fais. Ça a marché pour lui, mais ça ne veut pas dire que c'est une solution miracle pour tout le monde. Ok, on change de sujet, on passe à un autre grand débat, le cru contre le cuit. Et là, attention parce que Masson va prendre à contre-pied une idée très très populaire, celle du mouvement raw food ou crudivore. Sa théorie repose sur ce qu'il appelle l'énergie vitale. C'est assez simple à comprendre. Chez l'animal, dit-il, les 3/4 de cette énergie sont consacrés à la digestion. L'animal est fait pour manger cru. Mais chez l'humain, c'est l'inverse. Les 3/4 de notre énergie vont au cerveau. On n'a tout simplement pas la puissance digestive pour une alimentation 100% crue. La cuisson, pour lui, c'est une sorte de prédigestion à l'extérieur du corps. Et pour illustrer ça, il prend l'exemple d'une pomme de terre. Crue, elle est digestible à 15 ou 20%. Mais une fois cuite, on passe à 95%. L'écart est juste colossal. C'est toute cette énergie qui n'est plus utilisée pour une digestion difficile qui devient disponible pour autre chose. Et c'est ça le cœur de son argument. Cette énergie qu'on a économisée grâce à la cuisson, eh bien c'est elle qui aurait permis le développement de notre cerveau si complexe. Donc pour lui, la cuisson, ce n'est pas du tout une dénaturation de l'aliment, bien au contraire. C'est ce qui nous a permis d'évoluer et de devenir ce que nous sommes. C'est un pilier de l'humanité. Alors, que se passe-t-il selon lui quand on suit un régime extrême comme le végétalisme cru sur le long terme? Il décrit une trajectoire assez sombre. La première année, on perd du poids, on se sent bien. Puis les années suivantes, la perte de poids continue, mais on commence à s'affaiblir. Et au bout de 10 ans, il utilise un mot très fort, il parle de zombie. Il évoque une sous-nutrition chronique, des carences graves, une perte de libido et même l'arrêt des règles chez les femmes. Troisième grand thème, la détox. On voit partout des jus, des cures, des aliments miracles censés nous nettoyer. Et là encore, Masson arrive et dit « Stop, on a tout compris à l'envers ». Pour lui, il faut comprendre les priorités du corps. La priorité numéro 1, absolue, c'est la digestion. C'est l'anabolisme. C'est seulement après que vient le métabolisme, l'utilisation par les cellules, et tout à la fin, s'il reste de l'énergie, vient le catabolisme, c'est-à-dire l'élimination, la fameuse détox. Donc plus on passe de temps à digérer, moins le corps a d'énergie pour se nettoyer. Et ça mène à cette conclusion, qui est assez radicale. Ce ne sont pas les aliments qui détoxifient,
C'est le fait de ne pas surcharger le système digestif qui permet au corps de faire son travail de nettoyage. C'est la vie, le processus vital lui-même, qui a ce pouvoir. C'est pourquoi, selon lui, un jeûne à l'eau est bien plus efficace qu'une cure de jus. Pourquoi? Parce que digérer de l'eau ne demande quasiment aucune énergie, alors que digérer des jus, même liquides, en demande encore. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut se lancer dans n'importe quel type de jeûne. Au contraire, il est très strict là-dessus. Le jeûne sec, sans eau, pour lui, c'est une aberration qui épaissit le sang. Jeûner en faisant de la randonnée, il dit que c'est extrêmement dangereux, que ça crée des micro-lésions dans l'intestin. Et bien sûr, il y a des contre-indications claires. Les personnes très maigres, anémiques ou diabétiques de type 1 ne devraient absolument pas jeûner. Bon, on a vu ce qui ne va pas, selon lui. Les systèmes, les extrêmes. Alors, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qui est juste? Eh bien, toute sa philosophie nous ramène à deux mots, équilibre et individualisme. Pour lui, le problème numéro 1 de la digestion, ce n'est pas tant tel ou tel aliment, mais c'est le fait de manger tout le temps. Le grignotage, la suralimentation. Il a une analogie assez parlante pour ça. Il dit que grignoter après un repas, c'est comme si on était parti en vacances au ski, tout équipé, et qu'au milieu du chemin, on décidait d'aller à la plage. Le corps, lui, il avait préparé son équipement enzymatique pour le premier repas, il n'est pas prêt pour le deuxième, et donc, il digère mal. Et il va même plus loin pour expliquer pourquoi, selon lui, les adeptes de régime extrême persistent. Il pense que c'est lié à des carences nutritionnelles. Il prend l'exemple du zinc en disant que le manque de zinc peut entraîner une distanciation par rapport à la réalité. Il utilise l'expression « ces gens-là planent ». C'est une affirmation très forte qui suggère que les carences peuvent altérer le jugement. Finalement, tout ça nous amène à ce qu'il considère comme les 5 piliers d'un régime idéal. Il faut que ce soit naturel, équilibré, c'est-à-dire omnivore pour lui, mesuré, donc frugal, sans excès, digeste, ce qui implique de cuire les aliments et d'espacer les repas, et le plus important, le dernier pilier, individualisé. Ce n'est pas un système, c'est un cadre à adapter à chacun. Et on termine avec cette question qui résume bien toute la pensée de Masson. Dans notre monde rempli de régimes extrêmes, de règles strictes, de « il faut » et « il ne faut pas », est-ce que finalement le choix le plus radical, le plus à contre-courant, ne serait pas tout simplement la modération? Sa perspective nous pousse vraiment à nous demander si cette quête du régime parfait et universel n'est pas une impasse depuis le début. C'est la grande interrogation qui ressort de l'analyse de ses travaux.